Avant de plonger dans cette histoire millénaire, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Marseille. Ce nom évoque aujourd'hui des images contradictoires. Port méditerranéen ensoleillé, cité sensible, trafic en tout genre, mais aussi une ville vibrante de cultures mélangées. Pourtant, qui aurait pu imaginer, il y a 27 siècles, que cette petite colonie grecque installée sur un rocher calcaire deviendrait l'un des théâtres les plus violents et fascinants de l'histoire européenne? Qui aurait cru que des marchands venus d'Asie mineure transformeraient une côte sauvage en empire commercial? Pourquoi les Grecs ont-ils choisi précisément cet endroit hostile, battu par le Mistral, pour fonder leur comptoir le plus occidental? Et comment cette ville, née du commerce et de la piraterie, a-t-elle conservé pendant 3 millénaires cette double nature? Port respectable le jour, repère de contrebandiers la nuit. La réponse commence bien avant l'arrivée des premiers navires grecs. La côte méditerranéenne française n'était pas vide. Des peuples ligures occupaient déjà ces territoires escarpés depuis des millénaires. Ils vivaient dans des oppidas, ces villages fortifiés perchés sur les hauteurs, cultivant la vigne sauvage et l'olivier, chassant le sanglier dans les forêts de chênes verts. Ces Ligures n'étaient pas des sauvages isolés comme les Grecs aimaient à le prétendre plus tard. Ils commerçaient avec les Étrusques d'Italie, connaissaient le travail du bronze, et leurs femmes portaient des bijoux d'ambre venus de la Baltique. Le mythe du barbare méditerranéen est l'une des premières constructions idéologiques destinées à justifier la colonisation grecque. En réalité, quand les Phocéens sont arrivés vers 600 avant notre ère, ils ont trouvé une société organisée, avec ses codes, ses chefs et ses routes commerciales. Mais revenons aux Grecs. Phocée était une cité d'Ionie, sur la côte de l'actuelle Turquie, réputée pour ses navigateurs audacieux. Contrairement aux autres cités grecques qui privilégiaient les galères de guerre trapues, les Phocéens construisaient des pentécontaires, navires longs et rapides à 50 rameurs. Ces bateaux étaient conçus pour une chose, aller vite et loin. Les Phocéens n'étaient pas des colons agricoles cherchant de nouvelles terres à cultiver. C'étaient des marchands, des aventuriers et, soyons honnêtes, des pirates opportunistes. La frontière entre commerce et piraterie était alors inexistante. On achetait quand c'était avantageux, on pillait quand c'était possible, on négociait quand c'était nécessaire. Les Phocéens excellaient dans ces 3 domaines. Vers 610 avant notre ère, la pression perse se faisait de plus en plus forte sur les cités ioniennes. Les Phocéens comprirent qu'ils devaient trouver de nouveaux horizons. Leurs navigateurs connaissaient déjà bien la Méditerranée occidentale. Ils avaient établi des comptoirs en Corse, en Sardaigne, commercé avec les Tartésiens d'Espagne. Mais il leur fallait une base solide, un port naturel à mi-chemin entre l'Ionie et les colonnes d'Hercule, un lieu stratégique d'où contrôler les routes maritimes. C'est ainsi qu'ils découvrirent le Lacidon, cette calanque profonde et protégée, aujourd'hui appelée le vieux port de Marseille. La légende raconte qu'un navigateur phocéen nommé Protis arriva dans la baie un jour de printemps. Le chef ligure local, Nan, organisait justement un banquet où sa fille Gyptis devait choisir son époux en lui tendant une coupe d'eau. Contre toute attente, elle choisit Protis, l'étranger grec. Cette histoire romantique cache évidemment une réalité plus prosaïque. Un accord politique et commercial entre les Ligures locaux et les nouveaux venus. Les Grecs apportaient des technologies, des produits exotiques, des armes en fer. Les Ligures offrirent la connaissance du territoire, l'accès aux routes terrestres, la paix. Ce mariage symbolique scellait une alliance nécessaire aux 2 parties. Massalia, comme les Grecs nommèrent leur nouvelle cité, fut fondée vers 600 avant notre ère. Les premiers colons construisirent leurs maisons sur la butte Saint-Laurent, surplombant le port. L'emplacement était parfait d'un point de vue défensif. Une colline escarpée d'un côté, la mer de l'autre, une source d'eau douce. Mais surtout, le Lacidon offrait un mouillage protégé des vents dominants, assez profond pour les navires de l'époque, et facilement défendable.
Les Phocéens n'avaient pas choisi au hasard. Ils avaient appliqué leur science maritime millénaire pour identifier le meilleur port naturel de toute la côte provençale. Les premières décennies de Massalia furent celles de la consolidation. Les Grecs introduisirent la culture intensive de la vigne et de l'olivier, transformant les pentes calcaires en terrasses cultivées. Ils enseignèrent aux Ligures locaux la taille de la vigne selon les méthodes grecques, produisant un vin qui allait devenir célèbre dans tout le monde méditerranéen. Ils construisirent des ateliers de céramique important l'argile fine et les techniques de cuisson à haute température. Les amphores de Massalia, reconnaissables à leur forme élancée, commencèrent à circuler sur toutes les routes commerciales, transportant vin, huile et saumure de poisson. Mais le véritable trésor de Massalia n'était ni le vin ni l'huile, c'était l'étain. Ce métal rare, indispensable pour fabriquer le bronze, provenait des îles Cassitérides, quelque part au nord, peut-être la Bretagne ou les îles britanniques. Les Phocéens avaient réussi à établir une route commerciale maritime jusqu'à ces contrées brumeuses, défiant les colonnes d'Hercule et les tempêtes atlantiques. Ils gardaient jalousement le secret de cette route, n'hésitant pas à couler les navires concurrents qui tentèrent de les suivre. Cette pratique n'était pas considérée comme de la piraterie, mais comme de la protection commerciale légitime. Les frontières morales du commerce antique étaient décidément très floues. L'étain arrivait donc à Massalia par voie maritime, puis était redistribué dans toute la Méditerranée. Les forgerons grecs, étrusques, carthaginois avaient le besoin de cet étain pour produire leurs armes, leurs outils, leurs objets de luxe. Massalia devint rapidement indispensable. La cité accumula des richesses considérables. Ses temples se couvrirent de marbre importé des Cyclades. Ces citoyens riches construisirent des maisons à péristyle, avec des mosaïques représentant des scènes mythologiques. On buvait dans des coupes en argent, on s'habillait de tissus teints à la pourpre, on parfumait les banquets avec de l'encens d'Arabie. Mais cette richesse attirait les convoitises. Les tribus celtes qui descendaient progressivement vers le sud regardaient avec envie cette cité prospère. Les Carthaginois, qui dominaient la Méditerranée occidentale, voyaient d'un mauvais œil cette colonie grecque qui perturbait leur propre route commerciale. Les Étrusques d'Italie, jaloux du monopole phocéen sur l'étain, cherchaient à établir leur propre comptoir sur la côte. Massalia devait constamment défendre son territoire, son commerce, sa survie même. La cité grecque construisit donc des murailles puissantes, entretint une flotte de guerre et surtout développa un réseau d'alliances complexes avec les tribus locales. La stratégie massaliote était simple, diviser pour régner. Les Grecs jouaient les tribus celtes et ligures les unes contre les autres, offrant leur soutien aux plus offrants, changeant d'alliance selon les circonstances. Ils fournissaient des armes en fer aux uns, refusaient de commercer avec les autres, organisaient des mariages diplomatiques, achetaient la loyauté des chefs avec du vin et des objets de luxe. Cette diplomatie cynique mais efficace permit à Massalia de maintenir son indépendance pendant des siècles, malgré sa position géographique vulnérable. Au 5e siècle avant notre ère, Massalia était devenue l'une des cités les plus riches et puissantes de Méditerranée occidentale. Sa population atteignait peut-être 10 000 habitants, chiffre considérable pour l'époque. La cité avait fondé ses propres colonies le long de la côte. Nicaïa, la future Nice, Antipolis, l'actuelle Antibes, Olbia près de Hyères, Agde et même Emporion en Catalogne. Ces comptoirs formaient un réseau commercial intégré, contrôlant toute la façade méditerranéenne de l'actuelle France et de l'Espagne orientale. Les navires massaliotes sillonnèrent la Méditerranée, de l'Égypte à l'Atlantique, transportant céréales, métaux, esclaves, tissus, épices. C'est à cette époque qu'un navigateur massaliote du nom de Pythéas entreprit l'un des voyages les plus extraordinaires de l'Antiquité. Vers 325 avant notre ère, il quitta Massalia avec un navire et un équipage restreint, direction le nord. Son objectif, explorer les sources de l'étain et découvrir ce qui se trouvait au-delà des colonnes d'Hercule. Pythéas longea les côtes espagnoles et françaises,
traversa le golfe de Gascogne, atteignit la Bretagne, puis continua vers les îles britanniques. Il fut probablement le premier Méditerranéen à observer les marées atlantiques, phénomène inconnu en Méditerranée. Il poussa même jusqu'à une terre qu'il nomma Thulé. Peut-être l'Islande ou la Norvège, où il décrivit le soleil de minuit et les glaces flottantes. À son retour, Pythéas rédigea un récit de son voyage. Malheureusement, ce texte est perdu, et nous n'en connaissons que des fragments cités par d'autres auteurs. Beaucoup, à l'époque, le traitèrent de menteur. Comment croire à ces histoires de mers gelées et de jours sans fin? Pourtant, Pythéas avait réellement accompli ce périple incroyable, prouvant que les marins masaliotes étaient capables d'affronter l'océan Atlantique avec leurs navires méditerranéens. Cet exploit témoignait de l'audace et du savoir-faire maritime de Massalia, mais aussi de l'importance stratégique du commerce de l'étain pour la cité. Pendant ce temps, la situation politique en Méditerranée évoluait rapidement. Rome, cette cité italienne qui n'était encore qu'une puissance régionale au 5e siècle, étendait progressivement son contrôle sur la péninsule. Les guerres puniques contre Carthage allaient bouleverser l'équilibre méditerranéen. Massalia, avec son pragmatisme habituel, choisit son camp avec soin. Plutôt que de s'allier aux Carthaginois, pourtant puissants sur mer, les Massaliotes préférèrent Rome. Ce choix stratégique allait déterminer l'avenir de la cité pour les siècles suivants. L'alliance avec Rome se révéla judicieuse. Lorsque Hannibal traversa les Alpes en 218 avant notre ère pour envahir l'Italie, Massalia fournit des renseignements précieux aux Romains sur les mouvements des troupes carthaginoises. La cité grecque servait d'informateur, de base logistique, de port de ravitaillement pour les flottes romaines opérant en Méditerranée occidentale. En échange, Rome garantissait l'indépendance de Massalia et protégeait ses intérêts commerciaux contre les tribus celtes de l'arrière-pays qui devenaient de plus en plus menaçantes. Car la pression celte s'intensifiait. Au IIIe siècle avant notre ère, des vagues successives de tribus celtiques déferlaient sur la Gaule. Les Saliens, peuple celto-ligure particulièrement agressif, s'installèrent dans l'arrière-pays marseillais et commencèrent à harceler les routes commerciales de Massalia. Ils attaquaient les caravanes, rançonnèrent les marchands, pillaient les fermes des colonies massaliotes. La situation devint critique au IIe siècle. Les Saliens coupèrent pratiquement toute communication terrestre entre Massalia et ses colonies. La cité grecque se retrouva assiégée, dépendante uniquement de ses liaisons maritimes. En 154 avant notre ère, Massalia appela Rome à l'aide. Les légions romaines traversèrent les Alpes et entreprirent la conquête systématique de la Gaule méridionale. Ce ne fut pas une guerre rapide. Les Saliens résistèrent avec acharnement, connaissant parfaitement leur terrain montagneux. Il fallut plusieurs campagnes militaires pour les soumettre. Rome détruisit leurs oppidas, massacra leurs guerriers, vendit leurs familles en esclavage. En 122 avant notre ère, les Romains fondèrent une colonie militaire à Aquae Sextiae, l'actuelle Aix-en-Provence, pour contrôler la région. La Gaule transalpine venait de naître, future Narbonnaise, première province romaine au-delà des Alpes. Massalia avait obtenu ce qu'elle voulait, la sécurité de ses routes commerciales. Mais à quel prix? La cité grecque restait officiellement indépendante, mais elle était désormais entourée de territoires romains. Les légions campaient à quelques kilomètres de ses murailles. Les magistrats romains supervisaient le commerce régional. L'indépendance massaliote devenait de plus en plus théorique. La cité avait échangé la menace celte contre le protectorat romain. Dans l'immédiat, c'était un bon calcul. À long terme, cela signifiait la fin de l'autonomie grecque. Le 1er siècle avant notre ère fut marqué par les guerres civiles romaines. César et Pompée s'affrontaient pour le contrôle de la République. Massalia, fidèle à ses anciennes alliances, soutint Pompée, représentant du Sénat traditionnel. Erreur fatale. César, après avoir conquis la Gaule, assiégea Massalia en 49 avant notre ère. Les Massaliotes résistèrent héroïquement pendant 6 mois.
leur flotte affronta celle de César dans plusieurs batailles navales. Leurs murailles tinrent bon face aux machines de siège romaines. Mais l'issue ne faisait aucun doute. César contrôlait tout l'arrière-pays, coupant tout ravitaillement. Les Massaliotes durent se rendre. César se montra relativement clément. Il ne massacra pas la population, ne rasa pas la cité. Mais il confisqua la flotte massaliote, annexa ses colonies et surtout prit son trésor accumulé pendant 6 siècles. Massalia perdait son indépendance politique, son empire colonial et une grande partie de sa richesse. La cité grecque survivait, mais comme une ombre de ce qu'elle avait été. Rome installait désormais sa domination directe sur toute la Provence. Massalia devenait une ville provinciale de l'Empire romain, certes encore prospère, mais sans pouvoir politique réel. Pourtant, Massalia conserva une importance particulière dans le monde romain. La cité restait réputée pour ses écoles de rhétorique et de philosophie. Les jeunes aristocrates romains venaient y parfaire leur éducation grecque. On y enseignait la médecine selon les méthodes hippocratiques, l'astronomie, la géométrie, la navigation. Massalia était devenue une sorte d'université méditerranéenne, un lieu où la culture grecque classique se transmettait aux élites romaines. Cette fonction culturelle lui assurait respect et privilèges, même si elle avait perdu son pouvoir politique et militaire. Le port continuait de fonctionner activement. Les navires transportaient le vin de Narbonnaise vers Rome, l'huile d'Espagne vers la Gaule, le blé d'Égypte vers les garnisons du Rhin. Massalia servait de point de redistribution pour les marchandises circulant entre Méditerranée et Europe du Nord. Les entrepôts du port stockaient amphores, tissus, métaux, esclaves. Les changeurs installés sur le forum échangeaient monnaie grecque, romaine, gauloise. Les auberges du port accueillaient marins, marchands, soldats en permission, prostituées, voleurs, espions. Le port de Massalia était un microcosme du monde romain dans toute sa diversité et sa violence. Car la violence n'avait pas disparu avec la paix romaine. Au contraire, elle s'était institutionnalisée. Les gladiateurs s'affrontaient dans l'amphithéâtre pour distraire la plèbe. Les criminels étaient crucifiés le long des routes pour l'exemple. Les esclaves rebelles étaient marqués au fer rouge. La justice romaine reposait sur la terreur publique autant que sur le droit. Massalia, intégrée à cet empire, adoptait ces pratiques. La cité grecque, autrefois gouvernée par une oligarchie marchande relativement éclairée, devenait une ville romaine ordinaire, avec ses jeux du cirque, ses exécutions publiques, sa hiérarchie sociale rigide. Les premiers siècles de notre ère virent Massalia s'enrichir à nouveau. L'Empire romain apportait la stabilité, indispensable au commerce. Les routes étaient sûres, les pirates supprimés, les monnaies standardisées. Les marchands massaliotes en profitaient pleinement. Ils investissaient dans des ateliers de production d'amphores, des pressoirs à huile, des salines. Ils achetaient des domaines agricoles dans l'arrière-pays, produisant vin et céréales destinés à l'exportation. Ils finançaient des navires de commerce qui sillonnaient la Méditerranée. Certaines familles massaliotes s'enrichirent considérablement, construisant des villas somptueuses avec thermes privés, jardins à la romaine, bibliothèques remplies de rouleaux de papyrus. Mais au IIIe siècle, l'Empire commença à se fissurer. Les invasions barbares se multipliaient aux frontières. Les légions se révoltaient, proclamant leurs généraux empereurs. L'économie s'effondrait sous le poids des guerres civiles et de l'inflation monétaire. Les routes maritimes devenaient dangereuses à nouveau. La piraterie ressurgissait. Les raids saxons frappaient les côtes gauloises. Les Alamans franchissaient le Rhin, pillant villes et campagnes. Massalia, malgré ses murailles renforcées, n'était plus à l'abri. En 253, des bandes de Francs et d'Alamans déferlèrent sur la Gaule. Ils atteignirent la Méditerranée, pillant tout sur leur passage. Massalia fut probablement attaquée, bien que les sources soient imprécises. Des quartiers furent incendiés, des habitants massacrés ou emmenés en esclavage. Le port subit des dégâts considérables. Quand les barbares repartirent, chargés de butin, ils laissaient derrière eux
une ville traumatisée. Massalia se releva, reconstruisit ses murailles, répara ses quais. Mais le mythe de la sécurité impériale était brisé. Les Massaliotes comprirent qu'ils ne pouvaient plus compter uniquement sur les légions pour les protéger. Le IVe siècle apporta une relative stabilité sous les empereurs illyriens, puis sous Constantin et ses successeurs. Massalia bénéficia de cette accalmie pour se reconstruire. Mais la cité avait changé. Le christianisme s'y implantait progressivement, malgré la résistance des élites attachées au culte traditionnel. Les premiers évêques massaliotes apparaissent dans les sources au début du IVe siècle. Ils organisaient la communauté chrétienne, construisaient des églises, développaient un réseau de charité pour les pauvres. Le christianisme offrait une structure sociale alternative à celle de l'État romain défaillant. En 396, l'Empire romain se divisa définitivement entre Orient et Occident. Massalia se retrouva dans la partie occidentale, de plus en plus instable. Les Wisigoths, ces barbares christianisés mais ariens, s'installèrent en Aquitaine en 418. Les Burgondes occupèrent la vallée du Rhône vers 440. La Provence devint une zone disputée entre ces différents royaumes barbares et ce qui restait de l'autorité impériale romaine. Massalia changea plusieurs fois de maître en quelques décennies, passant des Wisigoths aux Burgondes, puis brièvement aux Ostrogoths. Cette instabilité politique ruina le commerce méditerranéen. Les routes n'étaient plus sûres. Les navires marchands se faisaient capturer par des pirates vandales venus d'Afrique du Nord. Les taxes se multipliaient à chaque frontière, rendant le commerce peu rentable. Les ateliers de production fermaient, faute de débouchés. Le port de Massalia voyait de moins en moins de navires accostés. Les riches marchands quittèrent la ville pour se réfugier dans leurs domaines ruraux fortifiés. La population urbaine diminuait drastiquement. Massalia, qui avait peut-être compté 30 000 habitants à l'apogée de l'Empire romain, n'en abritait plus que quelques milliers au VIe siècle. En 536, les Francs, ces barbares germaniques qui contrôlaient le nord de la Gaule, conquirent la Provence. Massalia devenait franque. Les nouveaux maîtres étaient des guerriers brutaux, peu intéressés par le commerce maritime. Ils prélevaient des impôts, exigeaient des tributs, mais ne protégeaient guère les routes commerciales. Le port végétait. Les grands entrepôts romains tombaient en ruine. Les quais se délitaient, faute d'entretien. Seul le commerce de cabotage survivait. Navires modestes transportant vin local, huile, sel entre les petits ports méditerranéens. L'évêque devenait progressivement la véritable autorité à Massalia. Il administrait la justice, organisait la défense en cas d'attaque, négociait avec les rois francs, gérait les biens de l'Église qui représentaient une part croissante des terres cultivables. L'évêque de Marseille n'était plus seulement un chef spirituel, mais un seigneur temporel, contrôlant la cité. Cette évolution transformait profondément la nature de Massalia. La cité commerçante grecque, puis romaine, devenait une ville épiscopale médiévale, tournée vers l'intérieur des terres plutôt que vers la mer. Le 7e siècle fut particulièrement sombre. Les sources se tarissent presque complètement. Marseille, comme on l'appelait désormais en langue romane, semblait avoir presque disparu. La peste de Justinien, cette pandémie qui ravagea le monde méditerranéen entre 541 et 750 environ, frappa probablement la ville à plusieurs reprises. La maladie arrivait par les navires, se propageait dans les quartiers surpeuplés près du port, décimait la population. Les chroniqueurs francs mentionnent des épidémies terribles qui vidaient les villes provençales de leurs habitants. Puis vint la menace sarrasine. Au 8e siècle, les conquérants arabes, après avoir soumis l'Afrique du Nord et l'Espagne, lancèrent des raids sur les côtes provençales. Ils cherchaient butin et esclaves. Marseille, port affaibli et mal défendu, constituait une cible tentante. En 738, une flotte sarrasine attaqua la ville. Les défenseurs ne purent empêcher le pillage. Les Arabes emportèrent tout ce qui avait de la valeur. Or, argent, tissus précieux,
objets liturgiques des églises. Ils capturèrent des centaines d'habitants pour les vendre comme esclaves sur les marchés de Cordoue ou de Kairouan. Marseille se relevait à peine de ce désastre quand une nouvelle attaque frappait. Charles Martel, le puissant maire du Palais franc, décida de sécuriser la Provence. En 739, il descendit avec son armée, reprit le contrôle des villes côtières et, selon certaines sources, détruisit partiellement Marseille pour empêcher qu'elle ne serve de base aux Sarrasins. Cette histoire est débattue par les historiens, mais elle témoigne de l'état catastrophique de la ville au milieu du 8e siècle. Marseille n'était plus qu'une bourgade fortifiée, accrochée aux ruines de sa grandeur passée. La Renaissance carolingienne apporta un répit. Charlemagne et ses successeurs restaurèrent un semblant d'ordre en Europe occidentale. Le commerce reprit timidement. Marseille voyait à nouveau arriver des navires italiens, vénitiens surtout, qui contrôlaient désormais le commerce méditerranéen. Les Marseillais ne jouaient plus qu'un rôle secondaire dans leur propre port. Ils servaient d'intermédiaires, de débardeurs, de gardiens d'entrepôts pour les marchands étrangers. L'époque de la puissance maritime marseillaise semblait définitivement révolue. Le IXe siècle vit une nouvelle vague d'invasion. Les Sarrasins établirent une base permanente à Fraxinetum, près de l'actuelle Saint-Tropez, vers 890. Pendant près d'un siècle, ils terrorisèrent toute la Provence, lançant des raids dans les vallées alpines, capturant des pèlerins sur les routes, rançonnant les monastères. Marseille payait tribut pour éviter le pillage. La ville vivait dans la peur constante. Les habitants ne s'aventuraient plus hors des murailles sans escorte armée. L'agriculture périclitait, faute de bras et de sécurité. La Provence devenait une terre de violence et de désolation. Ce n'est qu'en 972 que Guillaume, comte de Provence, avec l'aide de troupes venues d'Italie, détruisit finalement la base de Fraxinetum. Les Sarrasins furent massacrés ou chassés. La Provence pouvait enfin respirer. Marseille entamait lentement sa reconstruction. De nouvelles murailles furent érigées, englobant un périmètre plus restreint que la cité antique. On ne défendait plus que le cœur de la ville, autour du Vieux-Port. Le reste n'était que ruines et jardins. Le XIe siècle marqua le début d'une nouvelle ère. L'Europe occidentale sortait de ces siècles obscurs. La population augmentait, l'agriculture progressait, le commerce renaissait. Les villes italiennes, Gênes, Pise, Venise, construisaient des flottes puissantes pour dominer la Méditerranée. Les croisades allaient bouleverser l'équilibre méditerranéen. Marseille voulait sa part de ce renouveau. La ville se réorganisait, reconstruisait ses quais, réparait ses navires. Des familles de marchands s'enrichissaient à nouveau, finançant des expéditions commerciales vers l'Italie, l'Espagne, même le Levant. Les Marseillais participèrent aux croisades, motivés autant par la foi que par l'appât du gain. Les croisades offraient des opportunités commerciales extraordinaires. Transporter des troupes et du matériel vers la Terre Sainte rapportait des fortunes. Établir des comptoirs dans les États croisés garantissait l'accès aux épices, aux tissus orientaux, aux produits exotiques. Marseille arma des navires pour la première croisade en 1096. Ces galères transportèrent chevaliers provençaux et fantassins vers Constantinople, puis vers la Syrie. Certains navires marseillais participèrent au siège d'Antioche, transportant les machines de siège le long de la côte. Mais Marseille ne pouvait rivaliser avec les grandes républiques maritimes italiennes. Gênes et Pise disposaient de flottes autrement plus puissantes, de capitaux plus importants, d'appuis politiques plus solides. Les Marseillais devinrent se contenter d'un rôle secondaire, transportant des passagers et des marchandises pour le compte des Italiens, établissant quelques petits comptoirs en Terre Sainte. Cette position subalterne frustrait les marchands marseillais, habitués par leur tradition antique à dominer leur espace maritime. Au XIIe siècle, Marseille devint commune, arrachant progressivement son autonomie aux comtes de Provence et aux évêques. La ville se dotait d'institutions républicaines inspirées du modèle italien. Consul élu par les citoyens, conseil municipal, statut définissant droits et devoirs. Cette république marseillaise restait oligarchique,
dominée par les grandes familles marchandes, mais elle offrait une certaine liberté politique, rare à l'époque. Les Marseillais étaient fiers de leur indépendance, de leur capacité à se gouverner eux-mêmes. Cette fierté républicaine traverserait les siècles, marquant profondément l'identité marseillaise. Le port connaissait une activité croissante. Des navires génois, pisans, catalans, provençaux se croisaient dans le vieux port. On déchargeait des épices venues d'Orient, des draps flamands, des armes milanaises, du blé sicilien. On embarquait du vin provençal, de l'huile, du sel de Camargue, du corail pêché au large. Les auberges du port accueillaient des marchands de toute la Méditerranée, parlant génois, catalan, arabe, grec. Marseille redevenait un carrefour cosmopolite, retrouvant un peu de son caractère de cité grecque ouverte sur le monde. Mais cette prospérité attirait aussi bandits, pirates, aventuriers en tout genre. Le port de Marseille avait sa face sombre. Les ruelles autour du vieux port abritaient tavernes mal famées, maisons closes, tripots clandestins. On y jouait au dé de l'argent volé. On y recélait des marchandises de contrebande. On y embauchait des tueurs à gages. Les autorités tentaient de contrôler ces quartiers, mais les réseaux criminels étaient solidement implantés, souvent protégés par des notables corrompus. La frontière entre commerce légal et trafic illicite restait floue, comme elle l'avait toujours été depuis l'époque phocéenne. La piraterie prospérait en Méditerranée médiévale. Les corsaires opéraient depuis tous les ports, marseillais compris. Officiellement, ils attaquaient uniquement les navires ennemis, en temps de guerre, munis de lettres de marque délivrées par les autorités. En pratique, ils pillaient n'importe quel navire mal défendu, quelle que soit sa nationalité. Un capitaine marseillais pouvait très bien être marchand honnête lors d'un voyage, corsaire lors du suivant, pirate lors du troisième. Tout dépendait des opportunités et des risques. Les cargaisons capturées étaient revendues discrètement à Marseille même, dans les entrepôts du port, avec la complicité tacite des autorités qui prélevaient leur part. Le XIIIe siècle vit Marseille atteindre peut-être 15 000 habitants. Chiffre considérable pour l'époque. La ville débordait de ses murailles. De nouveaux quartiers se construisaient, s'étendant le long de la côte vers l'est et le nord. Les églises se multipliaient. Saint-Victor, la Major, Saint-Laurent, témoignant de la richesse urbaine. Les couvents s'installaient, franciscains et dominicains, prêchant dans les rues, écoutant les confessions, administrant les derniers sacrements aux mourants dans les hôpitaux. La religion imprégnait profondément la vie marseillaise, rythmant les journées avec les cloches, marquant l'année avec les fêtes liturgiques. Mais cette piété n'empêchait nullement la violence. Les familles nobles marseillaises se livraient des vendettas sanglantes, s'assassinant mutuellement pour des questions d'honneur ou de rivalité commerciale. Les rues n'étaient pas sûres la nuit. Les brigands détroussaient les passants attardés. Les bagarres éclataient régulièrement dans les tavernes du port, opposant marins de nationalités différentes. Les exécutions publiques sur la place du marché attiraient des foules nombreuses, venues assister au spectacle macabre des pendaisons ou des décapitations. La mort était omniprésente, visible, banalisée. En 1252, Marseille passa sous la domination de Charles d'Anjou, frère du roi de France Louis IX. Ce prince ambitieux avait reçu le comté de Provence en dot. Il voulait faire de Marseille la base de son expansion méditerranéenne. Charles rêvait de conquérir le royaume de Sicile, de contrôler le commerce oriental, de bâtir un empire angevin en Méditerranée. Il investit massivement dans le port de Marseille, construisant de nouveaux quais, creusant le bassin, fortifiant les entrées. Il exempta les marchands marseillais de certaines taxes pour encourager le commerce. Marseille devenait le port principal du royaume angevin. En 1265, Charles d'Anjou conquit effectivement le royaume de Sicile. Marseille servit de base pour cette expédition. Des centaines de navires partirent du vieux port, transportant chevaliers, fantassins, chevaux, vivres, machines de guerre. Cette armada angevine débarqua en Italie, vainquit les Hohenstaufen
et Charles se fit couronner roi de Sicile à Rome. Marseille tirait grand profit de cette expansion. Les marchands marseillais obtenaient des privilèges commerciaux dans le royaume de Sicile, accédaient au marché de Naples, de Palerme, de Messine. Le vin provençal coulait dans les tavernes napolitaines. L'huile marseillaise éclairait les lampes siciliennes. Mais en 1282, un soulèvement sanglant chassait les Français de Sicile. Les vêpres siciliennes, massacre généralisé des occupants français, mirent fin brutalement à la domination angevine sur l'île. La guerre s'ensuivit, opposant les Angevins aux Aragonais qui soutenaient les rebelles siciliens. Marseille se retrouva en première ligne de ce conflit méditerranéen. La flotte marseillaise combattit les Aragonais en plusieurs batailles navales, avec des fortunes diverses. Le commerce marseillais en Sicile s'effondrait. Les investissements angevins dans le port semblaient perdus. Cette guerre ruineuse dura des décennies, épuisant les finances provençales. Marseille devait armer constamment des galères, payer des équipages, financer des expéditions militaires improductives. Les impôts augmentaient, écrasant artisans et petits marchands. Le mécontentement grondait. En 1382, une révolte populaire éclata à Marseille. Les tisserands, les débardeurs du port, les petits commerçants se soulevèrent contre les élites, massacrant plusieurs consuls, pillant les demeures des riches. L'ordre fut rétabli dans le sang, mais les tensions sociales restaient vives. Le XIVe siècle fut catastrophique pour Marseille, comme pour toute l'Europe. La peste noire arriva en 1348, transportée par des navires génois venus de Crimée. La maladie se propagea avec une rapidité foudroyante dans les quartiers surpeuplés du port. Les malades développaient des bubons noirs, crachaient du sang, mouraient en quelques jours dans d'atroces souffrances. Les cadavres s'entassaient dans les rues, personne n'osant les toucher. Les prêtres refusaient d'administrer les derniers sacrements, terrifiés par la contagion. Les médecins fuyaient la ville. En quelques mois, Marseille perdit peut-être la moitié de sa population. La peste revenait ensuite régulièrement, tous les 10 ou 15 ans, entretenant une atmosphère de terreur permanente. À chaque épidémie, les riches fuyaient vers leurs domaines ruraux, abandonnant la ville aux pauvres qui ne pouvaient partir. Les autorités tentaient d'imposer des quarantaines, fermant le port aux navires suspects, isolant les malades dans des lazarets improvisés. Mais ces mesures restaient insuffisantes face à une maladie qu'on ne comprenait pas et qu'on ne savait pas soigner. La population marseillaise stagnait, ne se reconstituant entre deux épidémies que pour être décimée lors de la suivante. À ces fléaux sanitaires s'ajoutaient les guerres. La guerre de 100 ans entre France et Angleterre ravageait le royaume. Bien que la Provence fût relativement épargnée par les grandes batailles, elle subissait le passage des grandes compagnies, ces bandes de mercenaires qui pillaient les campagnes entre deux contrats militaires. Marseille devait payer des rançons considérables pour éviter le sac. Les routes commerciales terrestres n'étaient plus sûres. Le commerce maritime lui-même souffrait de la piraterie catalane et aragonaise qui s'intensifiait en Méditerranée occidentale. En 1381, la Provence et donc Marseille passèrent sous l'autorité de Louis d'Anjou, autre prince français aux ambitions méditerranéennes. La dynastie angevine s'accrochait à ses rêves italiens, lançant expédition après expédition pour reconquérir Naples. Marseille devait financer ces aventures coûteuses et généralement infructueuses. Les impôts prélevés pour armer les flottes angevines saignaient l'économie marseillaise. Les marchands voyaient leurs bénéfices confisqués pour des guerres qui ne leur rapportaient rien. Le ressentiment grandissait contre ces princes étrangers qui se servirent de Marseille comme d'un simple outil de leur politique italienne. Le XVe siècle apporta un lent redressement. La peste se faisait moins fréquente. La population recommençait à augmenter. Le commerce reprenait progressivement. Marseille voyait arriver des négociants catalans, italiens, même allemands, attirés par les opportunités offertes par ce port provençal. Des colonies marchandes étrangères s'installaient avec leurs propres quartiers, leurs églises, leurs entrepôts.
le port devenait véritablement cosmopolite, mélange de langues, de religions, de coutumes. On pouvait entendre parler génois, catalan, arabe, grec, provençal dans les tavernes du Vieux-Port. En 1481, la Provence fut rattachée au royaume de France. Le dernier comte de Provence, René d'Anjou, mourut sans héritier direct, léguant son comté au roi Louis XI. Marseille devenait française, après avoir été grecque, romaine, franque, provençale, angevine. Ce changement de souveraineté fut mal accueilli par les Marseillais, jaloux de leurs privilèges municipaux. Ils craignaient que la monarchie française centralisatrice ne supprime leur autonomie communale. Louis XI dut confirmer solennellement les libertés marseillaises pour apaiser les tensions. Mais désormais, Marseille était intégrée à un royaume puissant, dont les intérêts méditerranéens ne feraient que croître. Le XVIe siècle s'ouvrit sur une période d'expansion. La France s'engageait dans les guerres d'Italie, cherchant à conquérir Milan et Naples. Marseille servait de base logistique pour ces expéditions. Les armées royales embarquaient dans le port, direction Gênes ou la Toscane. Les navires marseillais transportaient vivres, munitions, renforts. Le roi François Ier investit dans les fortifications du port, construisant des tours de défense, modernisant les murailles. Il comprenait l'importance stratégique de Marseille pour la politique méditerranéenne française. Mais c'est surtout le commerce qui enrichissait Marseille au XVIe siècle. La découverte de l'Amérique et de la route des Indes transformait l'économie mondiale. Certes, l'Atlantique devenait le nouveau centre de gravité commerciale, au détriment de la Méditerranée. Lisbonne, Séville, Anvers prospéraient grâce aux épices orientales et à l'or américain. Mais Marseille trouvait sa place dans ce nouveau système. Le port provençal servait d'intermédiaire entre la Méditerranée orientale et l'Europe du Nord. Les épices venues d'Égypte ou de Syrie remontaient via Marseille vers Lyon, puis vers l'Allemagne et les Flandres. Le savon de Marseille, fabriqué à partir d'huile d'olive et de soude, commençait à conquérir les marchés européens. Les relations avec l'Empire ottoman se développaient. Contrairement à l'Espagne et à Venise en guerre permanente contre les Turcs, la France entretenait des relations diplomatiques avec Constantinople. Les marchands marseillais en profitaient pour établir des comptoirs à Alexandrie, à Beyrouth, à Constantinople même. Ils importaient cotonnades, soieries, tapis, café, ces produits orientaux dont l'Europe raffolait. En échange, ils exportaient draps français, armes, quincailleries. Ce commerce du Levant enrichissait considérablement certaines familles marseillaises qui accumulaient des fortunes colossales. Mais la prospérité n'était pas également partagée. La majorité des Marseillais vivaient pauvrement, travaillant comme débardeurs sur les quais, rameurs sur les galères, artisans dans des ateliers insalubres. Les conditions de travail étaient épouvantables. Les débardeurs portaient des charges écrasantes sous le soleil méditerranéen pour des salaires de misère. Les rameurs sur les galères royales n'étaient souvent que des forçats, condamnés aux galères pour crimes divers, enchaînés à leurs bancs, fouettés par les gardes chiourmes. Ces galères étaient basées à Marseille, dans l'arsenal royal. On pouvait voir ces malheureux traîner leurs chaînes dans les rues quand ils effectuaient des corvées à terre. Le port de Marseille était aussi un marché aux esclaves. On y vendait des captifs musulmans pris lors des raids en Méditerranée, des Africains subsahariens achetés en Afrique du Nord, parfois même des chrétiens orthodoxes capturés par les Ottomans puis revendus. Ces esclaves étaient exposés sur le marché, examinés comme du bétail, vendus aux enchères. Les riches Marseillais achetaient des esclaves domestiques pour servir dans leurs demeures. Les propriétaires de galères achetaient des rameurs pour compléter leurs équipages. Ce commerce d'êtres humains ne choquait personne à l'époque, considéré comme normal et légitime. Les guerres de religion déchirèrent Marseille au XVIe siècle. Le protestantisme gagnait du terrain en Provence, malgré la résistance catholique. Des prédicateurs calvinistes prêchaient dans les villages de l'arrière-pays, convertissant des communautés entières. À Marseille même, des cercles protestants se formaient, réunissant artisans et petits marchands.
La tension montait entre catholiques et protestants, chaque camp s'accusant d'hérésie. En 1560, des émeutes éclatèrent. Les catholiques attaquèrent les maisons des protestants, massacrant plusieurs familles. Les protestants ripostèrent en profanant des églises. La ville sombrait dans la guerre civile. Le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 eut son écho à Marseille. Des bandes catholiques parcoururent les rues, assassinant tous les protestants qu'elles trouvaient. Les corps furent jetés dans le port ou laissés pourrir dans les rues. On estime que plusieurs centaines de protestants marseillais périrent lors de ce pogrom. Les survivants se convertirent sous la contrainte ou s'enfuirent vers Genève ou l'Allemagne. Marseille restait désormais farouchement catholique, hostile à toute forme de protestantisme. Cette violence religieuse n'empêchait pas le commerce de prospérer. Les marchands marseillais ne laissaient pas leurs convictions religieuses interférer avec leurs affaires. Ils commerçaient avec les protestants hollandais, les musulmans ottomans, les juifs d'Afrique du Nord. L'argent n'avait pas d'odeur ni de religion. Cette hypocrisie pragmatique caractérisait Marseille depuis toujours. Intransigeance idéologique d'un côté, opportunisme commercial de l'autre. Le XVIIe siècle vit Marseille s'agrandir considérablement. La population atteignait peut-être 70 000 habitants vers 1650, faisant de Marseille la deuxième ville de France après Paris. De nouveaux quartiers se construisaient au-delà des anciennes murailles. L'urbanisme se modernisait avec des rues plus larges, des places aérées, des fontaines publiques. Louis XIV ordonna la construction d'un arsenal royal pour abriter ses galères méditerranéennes. Marseille devenait un port militaire de premier ordre, base principale de la flotte royale en Méditerranée. Mais cette croissance urbaine posait d'énormes problèmes. L'eau potable manquait cruellement. Les égouts à ciel ouvert empestaient. Les ordures s'entassèrent dans les rues. Les épidémies se succédèrent régulièrement. Typhoïde, dysenterie, variole. La mortalité infantile était effroyable. Près de la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans. Les hôpitaux débordaient de malades, couchés à plusieurs par lit, soignés par des religieuses dévouées mais démunies de moyens. La médecine de l'époque ne pouvait pas grand-chose face à ces fléaux. Le commerce du Levant atteignait son apogée au XVIIe siècle. Les capitulations accordées par le sultan ottoman à la France donnaient aux marchands marseillais des privilèges considérables dans l'Empire ottoman. Ils pouvaient commercer librement, étaient exemptés de certaines taxes, relevaient de leur propre justice consulaire. Des dizaines de navires marseillais faisaient chaque année le voyage vers Alexandrie, Smyrne, Constantinople. Ils revenaient chargés de café, de coton, de soie. Les entrepôts marseillais regorgèrent de ces marchandises orientales redistribuées ensuite dans toute l'Europe. Ce commerce oriental enrichissait spectaculairement quelques grandes familles marseillaises. Les négociants du Levant construisaient des hôtels particuliers somptueux, décorés de marbres italiens, meublés de commodes marquetées, ornés de tableaux flamands. Ils vivaient dans un luxe ostentatoire, donnant des banquets fastueux, collectionnant œuvres d'art et livres rares. Leurs filles épousaient des nobles désargentés, achetant ainsi des titres aristocratiques. Ces nouveaux riches suscitaient l'envie et le ressentiment de la population laborieuse qui vivait dans la misère. En 1663, Louis XIV décida de réduire l'autonomie marseillaise. La monarchie absolue ne tolérait plus ces républiques urbaines qui prétendaient se gouverner elles-mêmes. Le roi supprima les consuls élus, les remplaça par des échevins nommés par l'autorité royale. Marseille perdait ses anciennes libertés communales, vieilles de 5 siècles. Les Marseillais protestèrent vigoureusement, mais durent s'incliner face à la puissance royale. La ville était désormais administrée directement par des agents du roi, intendants et gouverneurs qui ne rendèrent compte qu'à Versailles. Cette centralisation monarchique étouffait l'esprit d'initiative marseillais. Les décisions importantes ne se prenaient plus à Marseille, mais à Paris ou Versailles. Les intérêts locaux passaient après les considérations de politique nationale. Les marchands marseillais devaient constamment négocier avec l'administration royale pour obtenir des privilèges,
des exemptions fiscales, des permissions diverses. La bureaucratie se développait, ralentissant le commerce, multipliant les occasions de corruption. Les fonctionnaires royaux prélevaient leur part sur toutes les transactions, officiellement ou non. La guerre de succession d'Espagne, au début du XVIIIe siècle, bouleversa le commerce marseillais. La flotte anglaise bloquait les ports méditerranéens français, interceptait les navires marchands, coulait les bâtiments qui tentèrent de forcer le blocus. Le commerce avec le Levant s'effondrait. Les entrepôts marseillais se vidaient. Les armateurs ne pouvaient plus assurer leur cargaison. Les banquiers refusaient de financer des expéditions trop risquées. Des dizaines de maisons de commerce firent faillite. Le chômage explosait dans le port. La misère s'aggravait dans les quartiers populaires. Mais la paix revenue en 1713, Marseille rebondit rapidement. Le commerce reprit de plus belle, profitant même de l'affaiblissement des concurrents génois et vénitiens. Les Marseillais diversifiaient leurs activités. Au commerce traditionnel du Levant s'ajoutait désormais le commerce colonial avec les Antilles françaises. Les navires marseillais transportaient des esclaves africains vers Saint-Domingue, en revenaient chargés de sucre, de café, d'indigo. Ce commerce triangulaire était extrêmement rentable, malgré sa nature profondément immorale. Les armateurs marseillais participaient pleinement à la traite négrière. Ils finançaient des expéditions en Afrique occidentale, achetaient des captifs aux chefs locaux, les transportaient dans des conditions atroces vers les plantations caribéennes. Les esclaves entassés dans les cales, enchaînés, à peine nourris, mouraient en masse pendant la traversée. Ceux qui survivaient étaient vendus aux planteurs et condamnés à une vie d'esclavage brutale dans les champs de canne à sucre. Les armateurs marseillais ne s'embarrassaient d'aucun scrupule moral. L'argent du sucre et du café coulait à flot, finançant de nouvelles expéditions, de nouveaux investissements. La prospérité marseillaise atteignait des sommets vers 1750. La population dépassait les 100 000 habitants. Le port était constamment encombré de navires. Les chantiers navals construisaient de nouveaux bâtiments. Les manufactures de savon, de textiles, de faïence employaient des milliers d'ouvriers. Marseille était devenue la plus grande ville de province française, dépassant Lyon. Cette croissance attirait des migrants de toute la Provence, d'Italie, d'Espagne, cherchant du travail dans ce port en expansion. Mais en 1720, un fléau terrible frappa Marseille. La peste, disparue depuis des décennies, réapparut. Un navire venu de Syrie, le Grand Saint-Antoine, débarqua à Marseille malgré des cas suspects à bord. Les armateurs avaient soudoyé les inspecteurs sanitaires pour éviter une quarantaine coûteuse. La maladie se propagea immédiatement dans les quartiers du port. En quelques semaines, Marseille était ravagée. Les malades mouraient par centaines chaque jour. Les cadavres pourrissaient dans les rues, personne n'osant les toucher. Les médecins tombaient malades à leur tour. Les prêtres qui administraient les derniers sacrements s'effondraient, contaminés. L'évêque Belsunce devint une figure héroïque durant cette épidémie. Il parcourait les rues pestilentielles, réconfortant les mourants, organisant les secours, distribuant les sacrements sans souci de sa propre sécurité. Les échevins municipaux, eux, avaient fui la ville, abandonnant la population. Seul l'évêque restait, incarnant l'autorité morale et pratique. Son courage força le respect même des plus anticléricaux. Mais malgré son dévouement, la peste tuait inexorablement. On estime qu'entre 40 et 50 000 Marseillais périrent en quelques mois, près de la moitié de la population. Les autorités prirent des mesures draconiennes pour enrayer l'épidémie. Les quartiers infectés furent murés, leurs habitants condamnés à mourir enfermés. Les troupes royales tiraient sur quiconque tentait de s'échapper. Les maisons des pestiférés étaient brûlées avec tout leur contenu. Les villages de Provence refusaient l'entrée aux Marseillais, les menaçant de mort s'ils s'approchaient. Marseille était mise en quarantaine totale, isolée du reste du monde. Il fallut près d'1 an pour que l'épidémie s'éteigne enfin, faute de nouvelles victimes. La reconstruction fut longue et difficile.
Des quartiers entiers étaient vides, leurs habitants morts ou ayant fui définitivement. Les activités économiques avaient cessé. Le port était désert, les navires marchands évitant Marseille par peur de la contagion. Il fallut attirer de nouveaux habitants pour repeupler la ville, offrir des exemptions fiscales pour relancer le commerce, reconstruire les infrastructures détruites. Progressivement, Marseille renaissait une fois de plus de ses cendres, prouvant la résilience extraordinaire de cette ville portuaire. Au milieu du XVIIIe siècle, les idées des Lumières pénétraient Marseille. Des académies se créaient, où négociants et nobles éclairés discutaient philosophie, sciences, politique. Les francs-maçons établissaient leurs loges, promouvant des idéaux de fraternité et de raison. Des bibliothèques ouvraient, des journaux circulaient, une bourgeoisie éduquée se formait, imprégnée des idées nouvelles, critique envers l'absolutisme royal et les privilèges aristocratiques. Ces idées préparaient le terrain pour les bouleversements révolutionnaires à venir. La Révolution française éclata en 1789. Marseille accueillit avec enthousiasme les nouvelles libertés proclamées. Les Marseillais renversèrent les symboles de l'Ancien Régime, plantèrent des arbres de la liberté, créèrent des clubs jacobins. En 1792, des volontaires marseillais montèrent à Paris pour défendre la Révolution menacée. En marchant, ils chantaient un hymne révolutionnaire composé à Strasbourg. Ce chant devint la Marseillaise, hymne national français, immortalisant le rôle marseillais dans la Révolution. Mais la Révolution dégénéra en terreur. À Marseille comme ailleurs, les comités révolutionnaires organisaient des arrestations massives. Les suspects, réels ou supposés, étaient guillotinés sur la place publique. Des prêtres réfractaires furent noyés dans le vieux port. Des nobles furent massacrés par des foules déchaînées. La ville vivait dans une atmosphère de paranoïa et de violence. Chacun pouvait dénoncer son voisin, son concurrent commercial, son ennemi personnel. Une simple accusation d'incivisme suffisait pour être arrêté et exécuté. En 1793, Marseille se souleva contre la Convention montagnarde, jugée trop radicale. La ville fédéraliste demandait plus d'autonomie locale, refusait la dictature parisienne. Les troupes républicaines assiégèrent Marseille rebelle. Après plusieurs semaines de résistance, la ville dut capituler. La répression fut féroce. Des centaines de Marseillais furent exécutés. La ville fut même temporairement rebaptisée Ville sans nom pour punir sa rébellion. Cette humiliation laissa des traces profondes dans la mémoire collective marseillaise. L'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir ramena l'ordre mais supprima les libertés. Le régime impérial contrôlait étroitement Marseille. Le port était surveillé par la police, les activités commerciales réglementées, la presse censurée. Mais le blocus continental imposé par Napoléon contre l'Angleterre ruinait le commerce marseillais. Les navires ne pouvaient plus commercer librement avec la Méditerranée orientale, dominée par la flotte britannique. La contrebande se développait massivement. Des réseaux organisés faisaient entrer clandestinement des marchandises anglaises, défiant le blocus impérial. Ces contrebandiers opérèrent depuis des criques isolées le long de la côte provençale. Ils chargeaient leurs cargaisons sur de petites embarcations rapides, déjouaient les patrouilles douanières, débarquaient leurs marchandises dans des entrepôts secrets. La contrebande employait des centaines de personnes à Marseille. Marins, débardeurs, receleurs, transporteurs. Elle enrichissait certains, permettait à d'autres de survivre. Les autorités luttaient mollement contre ces trafics, souvent corrompus par les contrebandiers eux-mêmes. La chute de Napoléon en 1815 libéra le commerce marseillais des contraintes du blocus. Les navires reprirent leur route méditerranéenne, le commerce avec le Levant redémarra. Les affaires prospérèrent à nouveau. La restauration monarchique fut plutôt bien accueillie à Marseille, où les élites commerçantes préféraient l'ordre monarchique au désordre révolutionnaire. Les familles négociantes qui avaient survécu aux tempêtes révolutionnaires consolidaient leurs fortunes, investissaient dans de nouvelles entreprises, diversifiaient leurs activités. Le XIXe siècle fut celui de la transformation industrielle de Marseille.
La ville ne se contentait plus d'être un port de commerce. Elle devenait aussi un centre industriel. Des usines s'installaient dans les quartiers nord, raffineries de sucre traitant les cannes des colonies, savonneries produisant le célèbre savon de Marseille, huileries pressant les olives provençales, minoteries transformant le blé importé. Des cheminées d'usines crachaient leur fumée noire sur la ville. Le prolétariat industriel se formait, ouvriers exploités travaillant 12 heures par jour pour des salaires misérables. La conquête de l'Algérie en 1830 ouvrit de nouvelles perspectives pour Marseille. La ville devenait la porte de l'empire colonial français en Afrique du Nord. Tous les bateaux vers l'Algérie partaient de Marseille. Des milliers de colons embarquaient dans le vieux port, direction Alger ou Oran, rêvant de terres fertiles et de fortunes rapides. Des troupes militaires transitaient par Marseille, partant mater les révoltes algériennes. Le commerce avec l'Algérie enrichissait les armateurs marseillais, qui détenaient le monopole des liaisons maritimes. L'ouverture du canal de Suez, en 1869, révolutionna le commerce mondial et transforma Marseille. Le canal permettait aux navires de rejoindre l'océan Indien, sans contourner l'Afrique, raccourcissant considérablement les routes maritimes vers l'Asie. Marseille devenait le premier port méditerranéen pour le commerce avec l'Extrême-Orient. Des dizaines de compagnies maritimes établirent leur siège à Marseille. Les messageries maritimes, principales compagnies françaises, basèrent leurs opérations dans le port provençal, employant des milliers de marins, dockers, employés administratifs. Le port devait se moderniser pour accueillir les nouveaux navires à vapeur, plus grands, plus exigeants en infrastructure. D'immenses travaux furent entrepris. On creusa de nouveaux bassins, construisit des quais en pierre, installa des grues mécaniques, aménagea des entrepôts gigantesques. Le port s'étendait vers le nord, grignotant le littoral. La Joliette, nouveau quartier portuaire, surgissait des marécages, avec ses docks monumentaux, ses silos à grains, ses réservoirs de pétrole. Marseille possédait désormais un port moderne, capable de rivaliser avec Gênes ou Naples. Cette expansion attirait une immigration massive. Des Italiens fuyant la misère de leur pays débarquaient par milliers à Marseille. Des Corses cherchèrent du travail sur le continent. Des Arméniens fuyaient les persécutions ottomanes. Des Grecs, des Espagnols, des Maltais convergeaient vers ce port cosmopolite où l'on trouvait toujours du travail. Marseille devenait une ville d'immigration, mélangeant nationalité, langue, culture. Cette diversité créait une atmosphère unique, mais aussi des tensions communautaires récurrentes. Les quartiers populaires étaient de véritables taudis. Les familles entières s'entassaient dans des logements insalubres, sans eau courante, sans toilettes décentes, infestés de rats et de vermine. La tuberculose faisait rage, tuant par milliers. Les enfants travaillaient dès 7 ou 8 ans dans les usines ou sur les quais, ruinant leur santé pour quelques sous. L'alcoolisme ravageait ces populations misérables, offrant un oubli temporaire à la dureté de l'existence. Les bistrots du port servèrent de l'absinthe frelatée, qui rendait fou, du vin trafiqué, qui empoisonnait lentement. La criminalité prospérait dans ce contexte de misère et de promiscuité. Des gangs contrôlèrent certains quartiers, prélevant leur protection sur les commerces, organisant la prostitution, le jeu clandestin, le trafic de marchandises volées. Les couteaux marseillais, ces longues lames effilées, servaient à régler les comptes entre bandes rivales. Les règlements de comptes étaient fréquents, cadavres retrouvés dans les ruelles sombres du Panier ou flottant dans le vieux port. La police, corrompue et débordée, intervenait mollement, laissant les criminels s'entretuer. Le milieu marseillais prenait forme au XIXe siècle. Ces organisations criminelles contrôlaient la prostitution dans les quartiers du port, où des centaines de femmes se vendaient dans des maisons closes officielles ou des passes clandestines. Elles organisaient aussi le trafic de marchandises de contrebande, tabac, alcool, armes. Les douaniers étaient systématiquement soudoyés. Les marchandises illégales circulaient librement, stockées dans des entrepôts secrets, revendues par des réseaux bien organisés. Le crime était devenu une industrie structurée, avec ses règles,
ses territoires, ses codes d'honneur. Parallèlement à cette criminalité organisée, le mouvement ouvrier s'implantait. Les dockers, particulièrement, formaient un groupe solidaire et combatif. Ils subissaient des conditions de travail épouvantables. Embauches journalières aléatoires, absence de protection sociale, accidents de travail fréquents. En 1870, les dockers marseillais se mirent en grève, réclamant des salaires décents et des horaires réguliers. La grève fut durement réprimée par les forces de l'ordre. Des grévistes furent tués lors d'affrontements. Mais le mouvement ouvrier marseillais était né, il ne disparaîtrait plus. La Troisième République, instaurée en 1870, apporta plus de liberté politique. Les syndicats purent s'organiser légalement. Les socialistes et anarchistes diffusaient leurs idées dans les quartiers ouvriers. Des bourses du travail s'ouvraient, offrant formation et solidarité aux travailleurs. Marseille devenait un bastion de la gauche ouvrière, élisant régulièrement des députés socialistes. Cette politisation inquiétait les élites bourgeoises qui redoutaient la révolution sociale. La Première Guerre mondiale frappa durement Marseille. Des dizaines de milliers de jeunes Marseillais partirent au front. Beaucoup ne revinrent jamais. Le port servait de base arrière pour l'armée d'Orient, déployée dans les Balkans. Des centaines de milliers de soldats transitèrent par Marseille, direction Salonique ou Constantinople. La ville vivait au rythme militaire, réquisition, rationnement, contrôle. Les usines tournaient jour et nuit pour l'effort de guerre, produisant obus, uniformes, conserves alimentaires. Les femmes remplaçaient les hommes partis au front dans les usines et les bureaux. L'après-guerre vit arriver à Marseille des réfugiés de toute la Méditerranée orientale. Des Arméniens fuyant le génocide turc débarquaient par milliers, traumatisés, démunis. Des Russes blancs, échappant à la révolution bolchevique, cherchaient refuge en France. Des Grecs chassés d'Asie mineure par les nationalistes turcs arrivaient avec leurs maigres possessions. Marseille absorbait ces flux migratoires. Ces réfugiés s'installaient dans les quartiers pauvres, acceptaient n'importe quel travail pour survivre. La ville devenait encore plus cosmopolite, encore plus bigarrée. Les années folles virent le milieu marseillais atteindre une puissance inégalée. Les gangsters contrôlaient désormais une grande partie de l'économie parallèle. Prostitution, jeux clandestins, contrebande d'alcool pendant la prohibition américaine, trafic de stupéfiants. Car Marseille était devenue la plaque tournante du trafic d'héroïne vers les États-Unis. L'opium venait de Turquie ou d'Indochine, était transformé en héroïne dans des laboratoires clandestins marseillais, puis expédié vers New York par diverses routes. Ces laboratoires clandestins fonctionnaient dans des villas discrètes de la banlieue marseillaise ou dans des entrepôts abandonnés du port. Des chimistes corses, formés parfois dans des écoles pharmaceutiques respectables, transformaient la morphine base en héroïne pure. Le processus nécessitait de l'anhydride acétique, des solvants chimiques, un équipement sophistiqué. La production était dangereuse, les vapeurs toxiques, les risques d'explosion constants. Mais les profits étaient colossaux. 1 kilo d'héroïne vendue à New York rapportait des fortunes inimaginables. Le parrain le plus célèbre de cette époque fut Paul Carbone, associé à François Spirito. Ces deux gangsters corses contrôlaient une grande partie du milieu marseillais dans les années 30. Ils possédaient des maisons closes, des tripots, des bars. Ils organisaient le trafic de drogue, la contrebande de cigarettes américaines, le racket des commerçants. Ils vivaient dans le luxe, roulaient en voitures américaines, portèrent costumes italiens et chaussures anglaises. La police les connaissait parfaitement, mais ne les inquiétait guère, soit par corruption, soit par crainte de représailles. Car le milieu marseillais n'hésitait pas à tuer. Les règlements de compte se multipliaient dans les années 30. Un gangster concurrent était abattu dans la rue en plein jour. Une bombe explosait dans un bar appartenant à une bande rivale. Un indicateur de police était retrouvé torturé à mort dans une cave. Cette violence criminelle faisait partie du paysage marseillais. Les journaux relataient quotidiennement ces faits divers sanglants. La population s'était habituée, considérant ces meurtres comme des affaires entre criminels
ne concernant pas les honnêtes gens. La Seconde Guerre mondiale bouleversa Marseille. L'armée allemande occupa la ville en novembre 1942. Les nazis considéraient Marseille comme un repère de résistants, de juifs, de criminels. Ils décidèrent une opération de nettoyage radical. En janvier 1943, la Gestapo et la police française encerclèrent le Vieux-Port. Des milliers d'habitants furent arrêtés lors de rafles massives. Les Juifs furent déportés vers Auschwitz. Les résistants furent torturés, puis exécutés. Les indésirables furent envoyés dans des camps de travail. Puis, les Allemands dynamitèrent systématiquement le quartier nord du Vieux-Port. 1500 immeubles furent détruits, 20 000 personnes expulsées. Les explosions durèrent plusieurs jours, réduisant en gravats des siècles d'histoire marseillaise. Les ruelles médiévales, les maisons anciennes, les petites places disparurent dans un nuage de poussière. Les Allemands voulaient détruire ce qu'ils considéraient comme le cœur du crime et de la résistance marseillais. Ils laissèrent un champ de ruines au centre de la ville. Paradoxalement, le milieu marseillais collabora partiellement avec les Allemands. Carbone et Spirito travaillèrent pour les services de renseignement nazis, dénonçant résistants et communistes. D'autres gangsters, au contraire, rejoignirent la résistance, utilisant leur réseau clandestin pour le sabotage et l'espionnage. Le milieu marseillais était divisé, certains choisissant l'argent nazi, d'autres la cause nationale. Cette ambiguïté compliquerait l'épuration après la libération. La libération de Marseille en août 1944 fut violente. Les résistants insurrectionnels combattirent les Allemands dans les rues pendant une semaine. Les chars français débarqués en Provence entrèrent dans la ville sous les acclamations. Mais ensuite vint le temps des règlements de compte. Les collaborateurs présumés furent arrêtés, jugés sommairement, parfois exécutés sans procès. Des femmes accusées d'avoir fréquenté des Allemands furent tondues et exhibées dans les rues. L'épuration fut brutale, mêlant justice légitime et vengeance personnelle. L'après-guerre vit Marseille se reconstruire lentement. Le port avait été détruit par les bombardements, les infrastructures étaient en ruine, l'économie paralysée. Mais progressivement, les grues réapparurent, les quais furent réparés, les navires revinrent. Le commerce reprit, d'abord avec l'Afrique du Nord, où la France tentait de maintenir son empire colonial, puis avec le monde entier quand la décolonisation rendit ses marchés inaccessibles. La guerre d'Algérie marqua profondément Marseille. La ville était le point de passage obligé entre la métropole et l'Algérie. Des milliers de soldats embarquaient chaque semaine. Direction une guerre sale dont ils ne parlaient pas. Des cercueils revenaient régulièrement. Rapatriement discret de jeunes hommes morts pour rien. La torture pratiquée en Algérie par l'armée française était un secret de polichinelle. Des officiers en permission racontaient dans les bars du port les horreurs qu'ils avaient commises ou vues commettre. En 1962, l'indépendance algérienne provoqua un afflux massif de pieds très noirs. Ces Français d'Algérie, chassés par la guerre, débarquèrent à Marseille par centaines de milliers. Ils arrivaient traumatisés, ayant tout perdu, parfois haïs par une population métropolitaine qui les accusait de colonialisme. Ils s'installèrent dans des camps de transit, puis dans des cités d'urgence construites à la hâte. Leur intégration fut difficile, génératrice de tensions. Mais progressivement, les pieds noirs devinrent une composante importante de la population marseillaise. Les années 60 virent aussi arriver une immigration maghrébine massive. Des Algériens, des Marocains, des Tunisiens venaient chercher du travail dans les usines marseillaises, sur les chantiers, dans les services. Ils logeaient dans des bidonvilles insalubres en périphérie, travaillaient dur pour des salaires médiocres, envoyaient l'argent à leurs familles restées au pays. Cette immigration était encouragée par le patronat qui avait besoin de main-d'œuvre bon marché. Mais elle générait aussi du racisme, des tensions communautaires, des violences. Le trafic de drogue connaissait son apogée dans les années 60 et 70. La French Connection, ce réseau marseillais d'approvisionnement en héroïne des États-Unis, atteignait son maximum d'efficacité.
Les chimistes marseillais produisaient l'héroïne la plus pure du marché mondial. Les réseaux d'exportation fonctionnaient parfaitement, utilisant containers maritimes, valises diplomatiques, courriers humains. Les parrains marseillais vivaient comme des princes, possédant villas sur la côte d'Azur, yachts dans le port, comptes en Suisse. Mais les autorités américaines firent pression sur la France pour démanteler ces réseaux. La DEA américaine envoya des agents à Marseille, collaborant avec la police française. Des dizaines de laboratoires furent découverts et détruits. Des trafiquants furent arrêtés et extradés. En 1972, la French Connection fut démantelée. Les chimistes marseillais cessèrent de produire de l'héroïne en masse. Le trafic ne disparut pas, mais changea de nature, devenant plus fragmenté, moins visible. Les années 70 et 80 virent Marseille s'enfoncer dans une crise économique profonde. La désindustrialisation frappait durement. Les chantiers navals fermaient, les usines délocalisaient, le port perdait du trafic face à Rotterdam ou Anvers. Le chômage explosait dans les quartiers nord, atteignant 30 ou 40% dans certaines cités. Les jeunes issus de l'immigration ne trouvaient pas de travail, victimes de discrimination systématique. La frustration, la colère, le sentiment d'injustice montaient. Les cités de banlieue devenaient des zones de non-droit. Les bandes de jeunes contrôlèrent certains quartiers, imposant leurs lois, défiant la police. Les voitures brûlaient régulièrement lors d'émeutes spontanées. Les écoles étaient vandalisées, les enseignants agressés, les commerces fermaient. Plus personne n'osait investir dans ces territoires abandonnés. L'État semblait avoir renoncé, laissant ces quartiers se dégrader inexorablement. Seuls les trafiquants prospéraient, offrant aux jeunes désœuvrés des opportunités de gagner rapidement de l'argent. Car le trafic de drogue se réorganisait sous de nouvelles formes. L'héroïne laissait progressivement place au cannabis, puis à la cocaïne. Des réseaux importaient du hashish marocain par tonnes, le revendaient dans toute la France. Les cités marseillaises servaient de point de vente où des guetteurs surveillaient les arrivées de clients et de police. Les réseaux étaient pyramidaux. Petits dealers de rue en bas, grossistes au milieu, importateurs au sommet. L'argent coulait à flot, corrompant policiers, douaniers, parfois même magistrats. La violence accompagnait inévitablement ce trafic. Les gangs rivaux se disputaient les territoires, les points de deal, les routes d'approvisionnement. Les règlements de compte se multipliaient. Un dealer concurrent était abattu en pleine rue par des tueurs en scooter. Un bar servant de couverture à un réseau explosait lors d'un attentat. Des fusillades éclataient dans les cités. Balles perdues, tuant parfois des innocents. Marseille acquérait une réputation de ville dangereuse. Chicago français, où le crime organisé faisait la loi. Les années 90 virent l'émergence de nouvelles organisations criminelles. Les gangs traditionnels corses perdèrent du terrain face à des réseaux issus de l'immigration maghrébine ou comorienne. Ces nouvelles bandes étaient plus jeunes, plus violentes, moins respectueuses des codes d'honneur du milieu traditionnel. Elles utilisaient des armes de guerre, kalachnikov et grenades, transformant les règlements de compte en véritables batailles rangées. La police était dépassée, sous-équipée face à cette surenchère de violence. En même temps, Marseille tentait de se réinventer économiquement. La ville misait sur le tourisme, rénovant son front de mer, restaurant ses monuments historiques, développant une offre culturelle. Le vieux port fut réaménagé, les quartiers centraux gentrifiés, des musées modernes ouvraient, des festivals culturels attirèrent des visiteurs. Marseille voulait changer d'image, devenir une métropole méditerranéenne attractive, effacer sa réputation de ville dangereuse et sale. Cette transformation urbaine créait un contraste saisissant. Le centre-ville se boboisait, attirant classes moyennes supérieures et touristes. Les restaurants branchés ouvraient dans le panier, les galeries d'art colonisaient les anciennes ruelles, les prix immobiliers flambaient. Pendant ce temps, les quartiers nord s'enfonçaient dans la misère et l'abandon. Marseille devenait une ville à deux vitesses,
Centres gentrifiés et touristiques, périphéries paupérisées et criminalisées. Cette fracture spatiale reflétait une fracture sociale profonde. Les années 2000 virent une explosion du trafic de cocaïne. Cette drogue, autrefois réservée aux élites, se démocratisait. La demande française explosait, alimentée par une consommation festive et récréative. Marseille, avec son port, devenait une porte d'entrée majeure pour la cocaïne sud-américaine. Les containers arrivant du Brésil ou de Colombie contenaient parfois des dizaines de kilos dissimulés dans des marchandises légales. Les douaniers ne pouvaient contrôler qu'une infime partie du trafic. L'essentiel passait sans problème. Les profits générés étaient astronomiques. Un kilo de cocaïne acheté quelques milliers d'euros en Amérique du Sud se revendait 50 000 euros en Europe. Les trafiquants marseillais s'enrichissaient considérablement, investissant dans l'immobilier, les restaurants, les commerces légaux pour blanchir leur argent. Ils vivaient ostensiblement, conduisant des voitures de luxe, portant des montres à 100 000 euros, fréquentant les clubs chics de la Côte d'Azur. Cette richesse criminelle narguait la société, montrait aux jeunes des cités que le crime payait mieux que le travail. La violence atteignait des niveaux inédits. Entre 2000 et 2020, plus de 300 personnes furent tuées dans des règlements de compte à Marseille. Des adolescents de 15 ou 16 ans servaient de tueurs, manipulés par des caïds qui restaient dans l'ombre. Ces gamins tiraient pour quelques milliers d'euros, éliminant une cible désignée, puis jetaient l'arme et disparaissaient dans les cités. Ils étaient souvent arrêtés rapidement, mais d'autres les remplaçaient immédiatement. Les commanditaires, eux, n'étaient presque jamais inquiétés. Les méthodes devenaient de plus en plus brutales. Les victimes étaient criblées de balles, brûlées vives dans leur voiture, décapitées pour l'exemple. Les tueurs n'hésitaient plus à frapper en plein jour, dans des lieux publics, devant témoins. Cette impunité apparente témoignait de la faiblesse de l'État face au crime organisé. Les habitants des cités vivaient dans la terreur, coincés entre police inefficace et gangs tout-puissants. Personne n'osait témoigner. La loi du silence régnait, brisée uniquement par les mères de victimes réclamant justice. L'État tenta diverses stratégies. Des plans de reconquête républicaine furent annoncés régulièrement, promettant plus de policiers, plus de moyens, plus de présence. Des opérations spectaculaires démantelaient périodiquement des réseaux, avec arrestations massives et saisie de drogue. Mais quelques mois plus tard, les trafics reprenaient, les réseaux se reconstituaient. Le problème était structurel. Tant qu'il y aurait demande de drogue et pauvreté dans les cités, le trafic continuerait. Les politiques répressives, seules, ne suffisaient pas. Marseille 2013, capitale européenne de la culture, fut censée marquer un tournant. Des investissements massifs rénovèrent des quartiers entiers. Le MUSEM, musée ultramoderne, ouvrait sur le front de mer. Des événements culturels animaient la ville toute l'année. L'image de Marseille s'améliorait effectivement auprès des touristes et des investisseurs. Mais cette vitrine cachait mal les réalités sociales. Les cités restaient abandonnées, le trafic prospérait, la violence continuait. Les années 2010 virent l'émergence d'un nouveau phénomène, la féminisation du trafic. Des jeunes femmes participaient désormais activement au réseau, comme guetteuses, dealers, parfois même tueuses. Cette évolution reflétait la précarité croissante, touchant désormais aussi les filles des cités. Elles trouvaient dans le trafic des revenus impossibles à obtenir légalement. Certaines accédaient à des postes de responsabilité dans les réseaux, gérant des points de vente, supervisant des équipes. Le crime marseillais n'était plus exclusivement masculin. Parallèlement, les réseaux se mondialisaient et se sophistiquaient. Les trafiquants marseillais travaillaient avec des cartels colombiens, des organisations albanaises, des mafias italiennes. Les communications passaient par des applications cryptées, rendant les écoutes difficiles. L'argent transitait par des crypto-monnaies, compliquant le traçage. Les réseaux utilisaient des drones pour transporter la drogue.
des sous-marins artisanaux pour traverser la Méditerranée. La technologie servait autant le crime que la police. La crise du Covid en 2020 perturba temporairement les trafics. Les confinements compliquaient la distribution. Les frontières fermées ralentissaient l'approvisionnement. Mais les réseaux s'adaptèrent rapidement, trouvant de nouvelles routes, de nouveaux modes opératoires. Le trafic reprit de plus belle après la crise, profitant même de l'appauvrissement général de la population qui poussait davantage de jeunes vers l'économie parallèle. Les années 2020 confirmèrent que Marseille restait confrontée aux mêmes défis structurels. La pauvreté persistait dans les quartiers nord, avec des taux de chômage dépassant les moyennes nationales. Les écoles manquaient de moyens. Les infrastructures se délabraient, les services publics se retiraient progressivement. Cette désertification étatique laissait le champ libre aux économies parallèles. Le trafic de drogue représentait probablement plusieurs milliards d'euros par an à Marseille, employant directement ou indirectement des milliers de personnes. Les points de deal fonctionnaient comme de véritables entreprises. Un point important pouvait générer 100 000 euros de chiffre d'affaires quotidien. Des équipes structurées assuraient le fonctionnement. Guetteurs postés aux entrées des cités, charbonneurs stockant la marchandise, bicraveurs vendant directement aux clients, managers coordonnant l'ensemble. Les horaires restaient stricts, la comptabilité rigoureuse, les performances contrôlées. Les réseaux appliquaient des méthodes de management dignes d'entreprises légales. Cette industrialisation du trafic générait une violence systémique. Les conflits éclataient pour le contrôle de points de vente rentables. Un réseau concurrent tentait de s'implanter sur un territoire, déclenchant une guerre sanglante. Les jeunes dealers étaient éliminés s'ils détournaient de l'argent ou de la marchandise. Les balances présumées étaient torturées puis exécutées pour l'exemple. Cette violence n'était pas irrationnelle mais calculée, instrument de régulation d'un marché illégal, dépourvu de cadre légal. Les familles des victimes vivaient un calvaire. Une mère perdait son fils adolescent, tué pour une histoire de trafic qu'elle ne comprenait pas toujours. Elle exigeait justice, mais les enquêtes piétinaient, faute de témoins acceptant de parler. Les assassins, souvent mineurs, écopaient de peines réduites, ressortaient rapidement. Le sentiment d'impunité se renforçait. Ces mères créaient des associations, manifestaient régulièrement, interpellaient les politiques. Leur douleur rappelait l'humanité derrière les statistiques criminelles. Certains quartiers marseillais ressemblaient à des zones de guerre. Les impacts de balles criblaient les façades. Les voitures calcinées jonchaient les parkings. Les commerces fermaient définitivement, barricadés derrière des rideaux métalliques tagués. Les habitants qui le pouvaient déménageaient, laissant les plus pauvres coincés dans ces territoires abandonnés. La valeur immobilière s'effondrait, rendant impossible la revente des appartements. Ces quartiers entraient dans une spirale de dégradation apparemment irréversible. Pourtant, la majorité des habitants de ces cités ne participaient pas au trafic. Des familles honnêtes tentaient d'élever leurs enfants dignement malgré l'environnement hostile. Des associations locales organisaient des activités pour les jeunes, essayant de leur offrir des alternatives. Des mères courage luttaient pour que leurs fils n'entrent pas dans les réseaux. Ces résistances ordinaires, invisibles médiatiquement, témoignaient d'une résilience remarquable face à des conditions de vie extrêmement difficiles. L'État multipliait les annonces sans véritablement changer la donne. Des ministres défilaient régulièrement à Marseille, promettant plans d'action et moyens supplémentaires. Quelques mois plus tard, rien n'avait réellement changé sur le terrain. Les policiers manquaient toujours d'effectifs, les éducateurs étaient débordés, les juges surchargés. Les investissements annoncés se diluaient dans les circuits administratifs. Le fossé se creusait entre discours politiques et réalités vécues par les Marseillais. La gentrification du centre-ville s'accélérait parallèlement. Les anciens quartiers populaires, comme le Panier, devenaient des destinations touristiques prisées. Les loyers explosaient, chassant les habitants historiques. Des chaînes internationales remplaçaient les commerces de proximité. Marseille se transformait en ville duale.
un centre-ville vitrine pour touristes et classes supérieures. Une périphérie invisible où se concentraient pauvreté et violence. Cette fracture spatiale incarnait les inégalités françaises contemporaines. Le port de Marseille restait un acteur économique majeur, brassant millions de containers annuellement. Mais il était aussi un point d'entrée massif pour les drogues. Malgré les contrôles douaniers, l'immense majorité des containers passaient sans inspection. Les trafiquants profitaient de cette situation, corrompant parfois des employés portuaires pour faciliter le passage de leur cargaison. Le port légal et le port criminel coexistaient, s'interpénétraient, rendant illusoire toute étanchéité entre économie légale et illégale. Les nouvelles générations de trafiquants n'avaient plus rien à voir avec le milieu traditionnel. Ils n'appartenaient à aucune famille corse, ne respectaient aucun code d'honneur ancestral. C'étaient des jeunes des cités, souvent d'origine maghrébine ou comorienne, montés rapidement grâce à leur violence et leur audace. Ils communiquaient par Snapchat, écoutaient du rap américain, s'inspiraient des narcos sud-américains. Cette rupture générationnelle et culturelle rendait les anciens schémas d'analyse obsolètes. Le rap marseillais témoignait de cette réalité. Des artistes issus des cités racontaient dans leurs morceaux la vie du trafic, la violence quotidienne, l'argent facile et dangereux. Certains glorifiaient le mode de vie criminel, d'autres le dénonçaient comme une impasse. Ces rappeurs devenaient parfois eux-mêmes des cibles, assassinés lors de règlements de comptes liés ou non à leur texte. La frontière entre art et réalité criminelle s'estompait dangereusement. Les autorités tentaient d'assécher les finances criminelles. Des cellules spécialisées traquaient le blanchiment d'argent, saisissaient des biens acquis frauduleusement. Des millions d'euros étaient confisqués régulièrement. Mais ces saisies restaient marginales comparées aux flux financiers réels générés par les trafics. L'argent sale circulait via des circuits complexes, sociétés écrans, paradis fiscaux, prête-noms. Les criminels employaient des experts financiers pour sécuriser leurs avoirs. La corruption gangrénait certains segments de la société marseillaise. Des policiers vendaient des informations aux trafiquants. Des agents immobiliers blanchissaient l'argent sale en facilitant des achats de biens. Des avocats conseillaient les réseaux sur les failles juridiques à exploiter. Des élus locaux fermaient les yeux contre des financements occultes de leur campagne. Cette corruption diffuse, difficile à prouver, s'appelle la confiance dans les institutions. Marseille incarnait ainsi les contradictions de la France contemporaine. Une ville magnifique, riche d'histoire, bouillonnante culturellement, attractive touristiquement, mais aussi une ville fracturée, où coexistaient richesse ostentatoire et misère profonde, où l'État semblait avoir perdu le contrôle de certains territoires, où le crime organisé prospérait malgré les efforts répressifs. Cette dualité n'était pas nouvelle. Depuis l'époque phocéenne, Marseille avait toujours été à la fois port de commerce respectable et refuge de pirates, cité civilisée et repère de hors-la-loi. L'histoire longue de Marseille montre une constante remarquable. La ville a toujours vécu de ses marges. Les phocéens étaient autant marchands que pirates. Les croisés marseillais cherchaient autant le salut éternel que le profit terrestre. Les armateurs du XVIIIe siècle pratiquaient commerce triangulaire et traite négrière. Les négociants du XIXe faisaient fortune dans l'opium asiatique. Le milieu du XXe siècle approvisionnait l'Amérique en héroïne. Les réseaux contemporains inondent l'Europe de cocaïne. Cette continuité dans la transgression interroge profondément l'identité marseillaise. Pourquoi Marseille attire-t-elle ainsi les économies parallèles ? Sa position géographique explique partiellement. Porte de la Méditerranée, interface entre Europe et Afrique, point de passage obligé. Mais d'autres ports méditerranéens n'ont pas développé une telle économie criminelle. La culture marseillaise elle-même joue probablement un rôle. Méfiance envers l'autorité centrale, valorisation de la débrouillardise, tolérance relative envers les activités illégales tant qu'elles ne touchent pas directement les honnêtes gens. Cette culture de la marge permet au crime organisé de prospérer.